Comme c'est marqué, l'art sociologique, ce n'est pas du street art. Maintenant, je tiens à souligner que nous sommes ici dans un événement officiel dans la Sorbonne du musée interrogatif qui porte mon nom, qu'une équipe d'amis convaincus est en train de créer, plutôt à créer, puisqu'aujourd'hui c'est un événement officiel et pas n'importe où du musée interrogatif. Très important pour moi. Je vais essayer de vous faire un parcours de mon travail chronologique en commentant quelques images, pas toutes, parce qu'on y sera encore demain matin, mais pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce qui m'est arrivé, comment je me suis débrouillé avec les questions, les difficultés, les désirs. Ça a été une vie extraordinaire, je crois. J'en suis très très heureux. D'abord, profondément un homme heureux, ça je tiens à vous le dire. Bon. Alors, vous voyez, j'ai commencé par, ça c'est une photo au Centre Pompidou lors de mon exposition en 2017. C'est l'exposition hygiénique, des sachets hygiéniques. Donc j'ai demandé, comme l'a mentionné Yann, à 500 artistes que je connaissais, de m'envoyer une œuvre d'art qui me l'envoie détruite, qui me l'envoie pour que je la détruise, pour que je mette les débris dans des petits sachets hygiéniques, pour que je fasse des expositions d'hygiène de l'art. J'avais moi-même détruit toutes mes œuvres pour me libérer l'esprit, faire table rase, et puis je trouvais que ce geste, c'était bon que les autres artistes le fassent aussi, et ils l'ont fait, à ma grande surprise. Hein. Vous voyez Armand ou César ou Ben, oui Ben ça se comprend mieux, mais m'envoyer une œuvre à déchirer, ils étaient en pleine contradiction, et j'aimais ça, parce qu'ils étaient sur le marché de l'art d'une façon très intense, et j'aimais qu'ils aient ce geste, on va dire, de contradiction ou d'humilité. Bon. Ils ont mordu à l'hameçon de façon très étonnante. Comme j'enseignais la sociologie de l'art et de la communication à la Sorbonne, je me suis dit qu'il faudrait bien que j'invente un art sociologique, une théorie et une pratique, parce que c'est bien beau d'enseigner la sociologie de l'art, mais si vraiment elle est significative, il doit être possible d'inventer une pratique qui mette en question les rapports entre art et société, comme ça a été fait par la sociologie de l'art, à commencer par Franck Castel. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur cette idée. C'était pas évident. La théorie, je l'ai publiée. La pratique, j'ai essayé de la développer. Et c'est maintenant un peu la pratique que je vais vous montrer. Ça, c'est une photo plus récente. C'est sur le parvis du Centre Pompidou en 2017. Les gens aimaient bien s'asseoir sur mon panneau. Ça faisait 12 mètres de diamètre. J'étais assez content avant que les gens rentrent dans le Centre Pompidou, qu'on leur pose la question, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Alors c'est un panneau de douane culturelle parce qu'effectivement, comme l'a dit Yann tout à l'heure, à l'époque de l'exacerbation des avant-gardes, dans les années 70, il y avait ceux qui savaient, qui comprenaient l'art d'avant-garde, et puis il y avait l'immense majorité qui ne comprenait pas du tout, et donc c'était un clivage de classe, élitiste et classe moyenne, je ne veux pas dire populaire, ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, vous comprenez, c'est d'abord un panneau de douane. C'était quand même assez étonnant de voir que l'art d'avant-garde était incompréhensible à la majorité des gens au début des années 70. Et donc avant d'entrer dans le Centre Pompidou, ils voyaient ce panneau qui posait vraiment la question au bon endroit, j'allais dire au bon moment. J'ai publié en même temps un livre sur la communication marginale parce que dans les années 60-70, on avait tout un réseau d'artistes qui communiquaient par ce qu'on appelle le mail art, l'art postal, en créant des tampons en caoutchouc, en envoyant des lettres avec toutes sortes de slogans sur des tampons en caoutchouc, notamment les artistes en Europe centrale sous régime communiste et les artistes d'Amérique du Sud sous régime de dictature. Et donc ils ne pouvaient pas, ni les uns ni les autres, s'exprimer librement. Et ils ont beaucoup développé à cette époque cet art de résistance et de communication, chacun étant isolé.
comme ça, il y avait peut-être 200, 300 artistes qui communiquaient, 500, peut-être 1000, qui communiquaient énormément avec des petits objets dans des enveloppes, des tampons sur des cartes postales. Ça a été une grande aventure et j'ai réuni tellement de tampons d'artistes, vous savez, des tampons de caoutchouc, sellos de goma, que c'est maintenant au Centre Pompidou. C'est une collection qui, paraît-il, a pris de l'importance. Mon idée fondamentale, celle que vous avez déjà vue en 2017 sur le parvis du Centre Pompidou, je l'ai créé, ce panneau, en tôle émaillée en 1971. Et c'est une question fondamentale pour moi. Qu'est-ce que vous avez à déclarer à propos de l'art? Pas seulement le panneau de douane culturelle, mais c'est quoi l'art? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? C'est une question qui demeure d'une actualité fondamentale et il y a toutes sortes de définitions historiques, sociologiques, psychanalytiques, psychologiques, mais c'est une question incontournable. Et pour moi, c'est une question fondamentale qui a fondé mon art sociologique et qui est restée ma question fondamentale toute ma vie. J'ai essayé de répondre à cette question dans tout le travail que je vais vous montrer. J'étais à l'époque assez proche du mouvement Support Surface et BMPT. Et vous vous souvenez du mouvement Support Surface, vous le connaissez, c'était l'idée de déconstruire l'illusion bourgeoise de la peinture. Donc au lieu de montrer des paysages, des nus, des bouquets de fleurs, de montrer la toile, le châssis à l'envers et de peindre sur des toiles libres. Alors Buren faisait lui des bandes verticales régulières, Toroni des petits ronds, etc. Et moi j'ai repris ce geste de la main parce que je ne croyais pas à l'avant-gardisme et donc j'ai pris un geste préhistorique. Et ce geste préhistorique, je ne l'ai évidemment pas fait, que j'ai répété comme le mouvement Support Surface, que je ne l'ai pas fait avec du jus d'argile et une paille comme dans les grottes préhistoriques, mais je l'ai fait avec une bonbonne, et puis il fallait choisir des couleurs. Donc je n'allais pas les faire brunes, donc je les ai fait bleu et rouge sur toile blanche, parce que le code chromatique dominant, idéologie dominante dans mon pays à l'époque, c'était le code chromatique de la République. Donc j'ai respecté la République. Forcément, comme sociologue, je n'avais pas d'autre choix. Puis parmi les pratiques que j'ai développées, l'une d'entre elles, c'était la pharmacie Fischer. Alors là, c'était place de la République à San Paolo. J'avais ma blouse blanche, mon calico, j'avais mes petites boîtes de pilules pour penser, pour être artiste, pour être heureux, pour être poète, pour pas avoir mal à la tête, pour les pieds, pour les oreilles. Et puis j'avais du papier que je vais vous montrer après, à prescription, et puis mes tampons. Et donc les gens venaient très nombreux s'asseoir en face de moi et je leur demandais qu'est-ce qui ne va pas. Et puis ils me parlaient, et sans être gênés par la présence de toutes les autres personnes. Et j'avais remarqué aussi quelques policiers à cheval ou d'autres en civil. Donc j'essayais de faire attention qu'ils ne s'embarquent pas dans des déclarations politiques, parce qu'ils avaient tous envie de dire il nous faut des pilules contre la corruption, il nous faut des pilules contre la dictature, et j'en passe. Bon. Et c'était des longues conversations, une dizaine de minutes avec chacun, et puis ça a duré 2 heures, 3 heures. Là, ça a peut-être duré un peu moins longtemps à cause des policiers, mais je l'ai fait un peu partout en Amérique et en Europe. Je l'ai fait devant la cathédrale de Milan. J'ai pas de photos parce que j'ai choisi quelques photos pour être rapide, mais c'était vraiment, les gens se confiaient à moi étonnamment sur leurs problèmes d'amour, de santé, d'enfants, de pauvreté. C'est incroyable dès qu'on donne la parole aux gens, comme ils ont besoin de s'exprimer. Je comprends que la psychanalyse ait beaucoup de succès. Moi, j'avais choisi la pharmacie. Donc, voilà mon papier à prescription, la pharmacie Fischer.
Donc j'avais une liste de pilules, puis j'en inventais d'autres selon le diagnostic, et je donnais à chaque patient qui était venu me voir donc une prescription avec des pilules à renouveler, à prendre une fois par jour, voilà, toutes sortes de tout ce qu'on peut dire un pharmacien, et puis tamponner pour l'authentification. Ils repartaient chacun avec leur prescription et leur boîte de pilules. Et j'ai souvent revu depuis des amis ou des gens qui avaient gardé leur boîte de pilules, ils l'avaient mise sur le piano ou sur la cheminée, et ça me faisait plaisir d'avoir ça. Alors je l'ai fait aussi dans un village en Allemagne, je l'ai fait à Amsterdam, je l'ai fait à beaucoup d'endroits, dans différentes langues, et ça a été pour moi une expérience fabuleuse de relation avec des populations non élitistes, hein, vraiment les gens de la rue, et de communiquer avec eux et de voir à quel point ils avaient besoin de pharmacopée. Et puis c'était pour moi aussi un geste fort, parce que j'étais pas encadré dans une simesse de galerie, j'étais dans la rue sur une petite chaise avec le calicot, et puis j'étais dans la réalité. Comme tout à l'heure, je vous ai montré les empreintes de main, un peu style support surface mais avant-gardiste. Voilà au musée de Céret en 2010, une murale que j'ai pu faire, et puis vous y voyez que les mains sont parfois mutilées et tombent. C'est-à-dire que c'est plus un geste de commentaire sur l'histoire de l'art, comme faisait Support Surface, c'est un geste de dénonciation de la violence sociale. Les mains sont violentées, elles s'abandonnent, elles tombent par terre. Ça, c'était fondamental pour moi comme évolution. Et puis vous voyez sur la gauche 4 essuie-mains, c'est la gauche, voilà, c'est là-haut, 4 essuie-mains, une simple toile d'essuie-mains qu'on trouvait à l'époque dans les cafés du quartier. Vous savez, on tirait, c'était toujours sale. Et puis dessus, j'ai peint. Alors, c'est pas un châssis rectangulaire, c'est un petit rouleau de bois sur un support. Le deuxième, c'est le même avec des empreintes de main, donc ça devient une œuvre d'art. Le troisième, c'est encore plus une œuvre d'art, c'est des empreintes de main sur de la toile à peindre. Et le quatrième, c'est vraiment esthétique, c'est sérigraphié sur plastique avec une transparence en bleu et rouge saturé. Et c'était un travail, on va dire aussi d'hygiène de l'art, puisque j'utilisais des essuie-mains avec un petit peu de plaisir, on va dire. Et ces essuie-mains, je n'étais pas le seul à bien les aimer. La déchirure des œuvres d'art, je crois que, je ne sais pas si vous l'avez déjà, oui, j'en ai déjà parlé, vous voyez les petits sachets comme ça avait l'air. Alors dans l'exposition au Centre Pompidou, il y en avait 350, dont effectivement des artistes très connus, d'autres moins. C'était étiqueté, écrit à l'étiquette écrite à l'encre de Chine. Et puis c'était assez étonnant de voir ce mur de la contrition artistique. Ensuite, j'ai créé l'école sociologique interrogative dans mon sous-sol boulevard de Charonne avec le collectif d'art sociologique, comme ça a été dit, pour l'animer pendant 2 ans, 3 ans. Et puis j'avais créé un cahier de l'école sociologique interrogative pour réunir quelques textes, pour essayer de développer une activité de réflexion sur l'art sociologique. Moi, j'ai pas pu aller beaucoup plus loin, mais c'était très important. Vous voyez, c'était dans le sous-sol, on voit un poteau de monte-charge, et puis on était assis par terre, et on était nombreux. Les séances étaient très fréquentées. Alain Sniers, qui est ici, s'en souvient très bien. D'ailleurs, le voilà, Alain Sniers, jeune. Ah, il est parti déjà, bon. Vous lui direz. Ah, ouais. C'est bien, tu vois, tu te vois ici. Oui, on est restés très amis. Et puis, voilà, là, c'était Gilbert Lascaux, Michel Ragon et Virilio, des grands intellectuels de l'époque, qui venaient comme ça, parmi d'autres, à tour de rôle, nous parler de l'art, de leur point de vue sur l'art. C'était une activité... disons, très fréquenté, mais dans la cave, comme on dit, dans les catacombes. J'aimais beaucoup ça. Puis j'ai plein d'artistes qui sont venus en voyage des 4 coins du monde,
j'étais dans le router apparemment. Et donc ils arrivaient pour une nuit en sac à dos. Il y en a qui sont restés 6 mois, il y en a un Polonais qui est resté 1 an. Lui, je l'ai mis au travail avec moi pour construire le bâtiment. Là, vous voyez notre ami Pierre Estany à son meilleur. Et il était venu très souvent aussi. Ensuite, j'ai travaillé avec les journaux, pour dire rapidement. Par exemple, j'ai travaillé avec l'Indépendant à Perpignan et le Hannoversche Allgemeine Zeitung à Hanovre, 2 villes jumelées. Et un jour, paraît à Hanovre la page d'actualité de Perpignan, traduite en allemand. Et puis paraît à Perpignan la page d'actualité du journal, de la journée, hein, les petits événements de la journée, de la vie quotidienne, en français de la ville de Hanovre. J'ai fait ça aussi entre Hambourg et Marseille. Je l'ai fait encore une autre fois. Et c'était un travail de questionnement sur ce que les médias font de la vie quotidienne. Est-ce que la vie quotidienne est très différente à Hambourg et à Marseille? Qu'est-ce qui est raconté? Vous voyez le genre de questionnement sociologique sur la vie quotidienne, mais pas avec des statements, avec la réalité quotidienne médiatisée. Et puis voilà, alors je vais à travers ma vie, hein, bon, je vais bientôt arriver à la fin, ne vous inquiétez pas. Bon, là je suis dans un café en Allemagne. J'ai voulu faire un chant de signalisation poétique. Donc on se réunit d'abord dans le café du village et puis je leur dis qu'est-ce qui est important pour vous. Alors on boit de la bière et puis on choisit les mots importants, la paix, le chant, toutes sortes de choses. Et puis on décide ensuite 20 ou 30 panneaux. Les habitants du village les réalisent manuellement, peignent sur des contreplaqués blancs, puis après on va les planter dans le champ. Alors tout le monde part avec les panneaux, et puis vous voyez l'argent, la fantaisie, le doute. Moi je suis en train de chercher pour le gold, pour l'or, ici. Et voilà, une démarche de signalétique imaginaire poétique, mais quand même sur des préoccupations sociales. J'aimais beaucoup ce travail-là. D'abord c'était en plein air, et puis ensuite j'ai beaucoup la campagne, et puis l'engagement de ces gens-là, qui étaient une vingtaine, qui se réunissaient dans le café, qui ont voulu faire ensemble l'expérience d'art sociologique. Pour moi, la participation, c'est très important. Et j'ai été très heureux de cette... je vous montre quand je cherche l'argent, pardon. J'étais très heureux. Par exemple, le peintre, pour aller où? Vous voyez, il y a des questions qui se posent, il y a un langage, un discours qui se crée. Le cosmos, rester debout, pas bouger. En arrière-plan, Erlebnis, l'événement. Et puis, Zweifel, le doute. J'en ai fait beaucoup d'autres. Là, dans la rue de l'Avenir, je ne sais plus où, peut-être à Besançon, j'ai mis quelques panneaux non. Je me suis beaucoup amusé. Hein. Alors là, je ne vous dis pas, c'était une période très amusante. Il fallait faire les panneaux, mais ça interloquait les gens. Et puis après, à Chicoutimi, au Québec, donc, où je réside maintenant depuis plus de 40 ans, j'ai fait un atelier citoyen-sculpteur invitant les habitants de Chicoutimi à repérer dans l'environnement ce qui pourrait être sculptural, du land art, ou bien ce qu'ils voudraient, par exemple, transformer une ancienne voie de chemin de fer en parc linéaire pour faire de la bicyclette, etc., ou changer les grands bidons de gaz. Les grands bidons de gaz, vous voyez, c'est au bord du fleuve Saint-Laurent, de Saguenay, les grands containers remplis de gaz pour en faire quelque chose d'artistique, ou changer le pont, etc. J'ai travaillé 1 ou 2 mois là, avec un collectif québécois extraordinaire. Et puis, vous voyez, dans le collectif, on avait des musiciens, on reprenait les questions des gens. Voilà quelqu'un qui avait fait une maquette de ce qu'il voulait faire en sable. Puis ensuite, on a voté pour savoir quel était le projet qui intéressait le plus de gens, l'urne. Et puis ensuite, on est allé à l'hôtel de ville en délégation citoyenne pour dire voilà ce que les citoyens de Chicoutimi voudraient bien faire, que vous changiez ce terrain vague
pas, terrain de jeu pour les enfants ou autre. Bon. Ça, c'est des démarches dans le contexte local, profondément enracinées avec les gens. Ça, c'est beaucoup la méthode d'art sociologique que j'ai voulu développer, participative, interrogative, avec comment je pourrais dire, avec le monde non artistique, avec je ne peux pas dire le vrai monde, mais en tout cas, bon. Ensuite, je suis allé j'étais invité à San Paolo, à la Biennale de San Paolo, et là, j'ai réalisé avec les étudiants des Beaux-Arts des grands panneaux, 10 mètres sur 3, avec des noms des quartiers de San Paolo. Alors, c'était sous la dictature, c'était en 80 ou 81. Et donc, là, ce panneau, Liberdade, Realidade, j'ai eu une émission de télévision qui, pendant que les étudiants avec qui j'avais travaillé collaient les lettres papier et qu'apparaissaient les mots Liberdade, Realidade, ils filmaient ça. C'est une manière, sous dictature, il me semble que du contraste entre la liberté, sous la dictature, c'est pas un mot simple, et puis la réalité qui ne laissait pas beaucoup de place à la liberté. Alors j'en ai fait comme ça 3. Celui-ci, Paraíso, Realidade, alors avec les flèches. Vous voyez, c'est un langage signalétique très accessible. C'était un peu risqué, mais j'étais invité officiel, j'étais invité d'honneur, donc je me sentais protégé. Et puis j'ai pu en plusieurs endroits mettre ce genre de panneaux qui sont restés quelques jours. Liberdade, Consolação. Vous voyez là avec vous voyez c'est quand même sous la dictature, on ne peut pas aller très loin comme artiste, mais j'ai pu quand même exprimer un point de vue extérieur, oxygénant. Ça, c'est à Montréal. Qui penses-tu être? Qui voudrais-tu être? J'ai fait avec le journal La Presse à Montréal une grande enquête. J'arrivais à Montréal, je suis ensuite resté québécois, puis je voulais savoir avec qui j'allais vivre. Donc j'ai posé la question, qui vous pensez être, qui vous voudrez être? Alors une grande page du journal, j'ai eu 12 ou 13 000 réponses avec 2 colonnes. Les gens disaient la tristesse de ce qu'ils étaient, la déprime, etc. C'était après l'échec du référendum. Et puis ce qu'ils voudraient. Alors ils voudraient un Québec indépendant, ils voudraient vivre, etc., etc. J'ai eu toute je dirais pas psychanalyse, parce que je ne crois pas à la psychanalyse, mais tout l'imaginaire individuel et collectif de tous ces gens-là, avec lequel j'ai fait ensuite ce livre, L'Oiseau-Chat. J'ai partagé toutes les réponses entre une douzaine de, quand même, psychanalystes, poètes, sociologues, etc., pour qu'ils analysent les réponses, qu'ils écrivent chacun un texte d'une vingtaine de pages que le journal La Presse a publié. Et pourquoi j'avais choisi L'Oiseau-Chat? Parce que ce qui apparaissait le plus dans les réponses, c'était un dessin d'oiseau et un dessin de chat, qui ne sont pas forcément compatibles. À une époque, j'ai eu 2 perroquets et un chat, et ça ne vivait pas très bien ensemble, mais c'est un peu contradictoire. Mais c'est en même temps que les Québécois, dans l'imaginaire collectif québécois, c'est clair qu'ils étaient nomades, conquérants, voyageurs, c'est d'anciens immigrants, et puis qu'en même temps, en hiver, on est près de la cheminée, on se coucoune, et puis c'était un peu les 2 pôles de l'imaginaire collectif québécois. Alors c'est un genre de travail sociologique qui va sur la méta-analyse et qui va chercher dans les mythes, dans l'imaginaire collectif d'une population, dans ses références mythiques, les éléments qui dégagent une vision de leur comment dire, oui, de leur imaginaire principal. Alors voilà l'oiseau-chat dont je viens de vous parler. Puis je voyage un petit peu, là j'étais à Lyon, avec des panneaux que vous voyez, nuages, Lyon et art. Alors c'était l'idée, l'art par rapport à Lyon, les flèches n'étaient pas convergentes, c'était un questionnement, et puis les nuages, parce qu'on peut peut-être imaginer un peu d'oxygène. Puis j'avais convaincu une société d'affichage
de me sérigraphier ces grands panneaux avec des laits qu'on pouvait poser différemment. Alors selon les moments, j'en ai gardé peut-être 2 ou 3 pour vous montrer, les affiches étaient différentes. Là nous voilà à Mexico, en bas de la maison de Tolstoï, Calle Morelos. J'étais au Québec déjà en 82 et il y avait un congrès de sociologie mondiale qui se tenait à Mexico cette année-là. Donc je suis allé avec la délégation des sociologues québécois et au lieu d'aller faire mon petit blabla au palais des congrès sur ce que c'est que la société, je suis allé dans la rue. J'ai obtenu de publier 2 grandes pages vides dans 2 grands journaux posant la question, la société américaine, qu'est-ce que c'est la société mexicaine? Puis avec vidéo, puis avec des amis artistes de Mexico, et puis là je suis avec champion de la lucha libre, El Santos, et puis son adjoint. Et puis on pose la question, parce que lui, il très tellement populaire, il contribuait énormément à faire connaître ma question, à la faire aimer, à l'introduire dans la société. Et voilà, toutes sortes de processus pour développer ma méthodologie d'art sociologique et obtenir les réponses. Alors à la fin du congrès, je suis allé au Palais des Congrès, à mon tour, faire ma petite déclaration sur qu'est-ce que c'est que la société. Et puis je suis arrivé avec mes réponses dans les journaux, les entrevues avec la caméra dans la rue. Et je leur ai dit, excusez-moi, j'ai manqué le congrès, mais je reviens avec quelque chose d'intéressant. Voilà la réponse de la société de Mexico, pour vous dire c'est quoi la société mexicaine. Et Dieu sait si elle était déprimée après la chute du pétrole, etc. Et elle était agressive contre la corruption, contre la dictature du PRI, le parti au pouvoir depuis des années, contre la misère, pour sauver la nature, etc. Donc c'était très très fort. L'année suivante, la directrice du musée d'art contemporain de Mexico, ayant vu la chose, m'a invité à revenir et m'a mis à disposition tout le musée pendant 4 mois. Alors on a rendu le musée gratuit. Avec un collectif d'artistes de Mexico, on a changé complètement ces bâtiments qui ressemblaient à une préfecture de panneaux vitrés et métalliques. Des joueurs de musique dans la rue, des danseurs, etc., des gens qui ont fait des marionnettes, etc. C'est devenu donc attractif. Et au lieu de continuer au bosquet de Chapultepec, manger de la baba et canoter le dimanche, ils entraient dans le musée. Puis dans le musée, il y avait une dizaine de modules. Et dans chaque module, il y avait plein de papiers au mur et des feutres et un thème. Par exemple, pas des questions élitistes. Par exemple, si vous pouviez changer le nom de votre rue, comment vous aimeriez l'appeler? Rua de la Libertad, en enlevant le Rua del General, je ne sais pas quoi, il y avait beaucoup de généraux dans les rues. Hein. Et une autre, si vous pouviez faire une statue dans le carrefour de votre quartier, qu'est-ce que vous aimeriez? Dessiner la statue que vous aimeriez. Alors là encore, ils ont enlevé les généraux, puis ils ont mis statue de la liberté, statue de la paix, un grand pain, pour dire qu'ils avaient faim, etc. Et j'ai comme ça tout un reportage. Alors là, c'était à côté du musée national, du monument national, avec les héros du récit mexicain. Alors j'avais mis des panneaux. Ça, j'avais 3 sortes de panneaux, vous allez peut-être les revoir. La tête de mort et puis le végétal qui meurt. Voilà. Ah oui, j'avais transformé beaucoup le musée avec mon collectif Mexico en rue. Alors beaucoup de déchets qu'on avait tous ramassés dans les rues, une vieille voiture, vous voyez la ligne jaune comme si la rue entrait dans le jardin du musée, la ligne jaune traversait le musée pour qu'il se retrouve dans un milieu non pas élitiste et inhibitif, mais dans la vraie vie des quartiers. Alors voilà par exemple 2 chanteurs de rue, vous voyez tous les panneaux imaginaires qu'on avait faits.
Et puis voilà les gens qui sur les feuilles dessinent tout ce qu'ils veulent, vous voyez les monuments. Bon, alors ils dessinent sur des papiers, puis on a récolté toutes ces feuilles de papier, puis on en avait 10 000 à la fin aussi. C'était absolument prodigieux. Les voilà qui écrivent. Que signifie la nature pour vous? Qu'est-ce que par exemple que le bosquet de Chapultepec? Alors tout ça, c'était vraiment très 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 fort. Et rapidement, il y a eu une polémique à Mexico pas croyable. Heureusement que j'avais appris l'espagnol avant d'y aller, parce qu'il y avait tous ceux qui défendaient la culture élitiste et qui disaient « Qu'est-ce que c'est que cet étranger qui vient nous transformer le musée en porcherie ?» Porcherie, vraiment, je sais comment ça se dit en espagnol. Et puis les autres qui défendaient le thème que c'est un musée public, c'est l'argent de l'État, c'est de l'argent public. El Pueblo a bien droit à montrer sa culture et pas seulement les riches artistes élitistes de Mexico. Il y en avait beaucoup, très remarquables d'ailleurs. Vous voyez, le débat était profondément idéologique. Ce Français, à l'époque, j'arrivais comme un Français, ce Français, il nous pique le musée, il fait rentrer le monde ordinaire qui fait la saloperie dans le musée, et c'est scandaleux. Le musée n'est pas fait pour ça. Et alors, il y avait les deux points de vue qui s'opposaient. Il y a eu 300 ou 400 interventions à la télévision, dans les journaux, à la radio, de ces deux groupes qui s'opposaient. Et moi, j'étais très content parce qu'en tant qu'artiste sociologique, j'avais posé la question de la fonction du musée. Vraiment d'une façon très radicale. Et c'était difficile d'échapper à la question. Et d'ailleurs, naturellement, c'est la bourgeoisie des peintres aristocrates qui ont gagné. La directrice, Hélène Escobedo, je la remercie encore, mais a été virée après. Les gens n'ont pas supporté que ce geste outrageant que j'avais fait. Et je me suis senti de plus en plus étranger, rejeté, mais en même temps, j'avais un groupe d'amis qui me soutenaient très très fort. C'est toute une expérience. Alors là, on est en 83. Après 83, je vivais à Montréal depuis 82-83. Je me suis tourné vers le numérique. On a créé avec Ginette Majeur, qui est ici, qui est québécoise pure laine, on a créé la Cité des Arts et des Nouvelles Technologies de Montréal et on a commencé à montrer de l'art numérique. J'avais dans l'idée que l'art numérique pouvait être un art de classe moyenne et non élitiste et que je pourrais l'utiliser pour développer ma pratique interrogative, critique. Je me suis rapidement rendu compte que c'était formidable, l'art numérique, les artistes japonais, californiens, new-yorkais, européens, etc., qu'on exposait chaque été pendant une dizaine d'années, mais que ce n'était pas pour moi parce que les gens sont esclaves des technologies, même s'ils inventent des logiciels. C'est merveilleux, c'est magique, c'est interactif. Les gens adorent ça, le public adorait ça, mais je ne peux pas faire une pratique interrogative et critique avec l'art numérique. On est trop aliéné par la technologie, mais maintenant, ça nous prend un informaticien pour développer les algorithmes. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sont capables de les développer eux-mêmes. Puis ça prend des gros budgets, des grosses machines. On est pris dans un système technocratique où la liberté critique de l'artiste devient très difficile. Et donc, j'ai laissé tomber ça et je suis revenu à la peinture. Alors là, vous voyez, le retour paradoxal à la peinture à l'âge numérique. J'ai mis un petit robinet. Je ne voulais pas utiliser le robinet à pixels, qui est très abondant et avec lequel on peut faire toutes sortes d'images. À l'époque, on était donc 85, 86, on était jusqu'à 90, on était dans les débuts. Hein. Les artistes qui venaient exposer à Images du Futur à Montréal, ils avaient tous patenté. Patenté, c'est un mot québécois qui veut dire bricoler. Des logiciels qui, naturellement, au bout de 15 jours, nous laissaient en panne. Il fallait repayer un billet d'avion à l'artiste pour qu'il revienne démarrer la machine pour ce qui suivait. Bon, c'était très difficile à l'époque. Bon. Et moi, je voulais garder ma distance par rapport à l'art numérique pour l'explorer. Donc, j'ai commencé en 99 avec ce petit tableau qui est maintenant au Centre Pompidou, événement. J'avais pris un code binaire.
que je traduisais en bâtonnets bleus et noirs, parce que le code binaire, c'est vraiment la base. Puis j'étais pas très sûr de moi, hein. Je me disais comment je vais travailler là-dessus. Donc petit tableau, et puis j'ai mis un événement dedans, une barre rouge, qui était un bug. À un moment, le code barre foire, et c'était très important pour moi de ne pas simplement faire l'icône, mais d'y mettre un point d'interrogation, si je puis dire. J'ai fait la même chose avec le langage de l'ADN, ACGT, parce qu'au fond, il y a 4 lettres pour l'ADN. Alors, je me suis offert le luxe de peindre des ADN. C'était agréable. J'y mettais 4 couleurs. Éventuellement, j'en rajoutais quelques-unes pour, là aussi, pour créer des ADN différentes. Peut-être qu'on pourrait avoir des êtres humains un jour qui auraient des 5 ou 6 lettres acides aminés dans leur ADN. Ouais, c'est la liberté de l'artiste qui veut toujours prendre une marge, une distance et puis échapper au conformisme. Et puis ensuite j'ai développé comme ça des codes barres. Alors par exemple celui-là s'appelle émotion numéro 7, parce que pourquoi pas, on peut bien faire un code barre pour une pensée, pour une émotion, comme on en fait pour une boîte de riz ou un livre chez Gallimard. Celui-ci c'est un autoportrait, vous me reconnaissez certainement, j'ai mis de la couleur, il est peint derrière là. Il y a un artiste aussi qui a fait ça, j'ai vu, qui s'est tatoué un code barre dans le dos, un peu comme Descartes avait fait sur le front avec, je sais plus. Voilà. Donc, j'ai développé beaucoup le code barre, une petite sensation. Vous voyez, c'est subtil. Mais pourquoi pas mettre des codes barres sur nos sensations, les indexer, les classer et les contrôler. Et puis encore, voilà un autre. Ça, c'est e-liberté, point d'interrogation. Le code barre, au centre, j'ai mis les barreaux de prison. Parce que, effectivement, le code barre, c'est quand même un instrument de contrôle. De tout, y compris nous. Mais j'ai aussi peint la Sainte Vierge, la Vierge à l'enfant. Vous voyez, je me suis beaucoup amusé avec les codes barres, qui ne sont pas seulement les codes barres auxquels vous êtes habitués, mais que l'artiste peut s'amuser à développer tout un monde de codes barres qui est poétique, qui échappe au contrôle, mais qui nous dit en même temps à quel point on est pris dans le contrôle des codes barres. Je dis toujours, en une seconde aujourd'hui, il y a plus de codes barres sur la planète qu'il y a eu de crucifix en 2000 ans, sur toute la planète. C'est vraiment une icône de l'âge du numérique d'une façon incontournable. Alors après, j'en ai fait un certain nombre. Je passe, vous voyez, celui-ci, il se cache quoi derrière le code barre? C'est très joli, les codes barres. Là, j'ai fait une nature morte. C'est pas une nature morte de Cézanne, mais j'ai mis les codes barres du compotier, de la pomme, de la poire, voilà. Puis j'ai continué avec ce tableau. Là, j'ai abordé l'économie, parce que les artistes ne parlent pas beaucoup de l'économie, ça a l'air trivial, c'est pas poétique. Et donc, moi je me dis, c'est quand même très important à notre époque. Il faut que je trouve le moyen de parler de l'économie. Donc j'ai pris l'icône de l'économie, c'est la barre brisée qui monte et qui descend. Ce tableau-là, les nouvelles latitudes. Au lieu de dessiner les longitudes et les latitudes de la sphère, j'ai mis les barres brisées des valeurs des bourses sur la planète, qui finalement sont plus importantes pour nous aujourd'hui, pour beaucoup de gens, que les longitudes et les latitudes. On ne vous rappelle pas tous les jours longitude, latitude, mais on vous dit comment va la bourse à Londres, à Francfort, à New York, et puis les emplois qui vont être supprimés, l'effondrement de votre épargne, etc. Puis j'ai fait des petits paysages aussi avec les codes barres. Ça, c'était à l'occasion de l'exposition à Céret, au pied des Pyrénées. Et donc, j'ai pris la liberté des différentes populations qui s'étaient... J'ai considéré les différentes populations qui s'étaient croisées
pendant l'histoire de ces raies, espagnols, arabes, basques, etc. Je leur ai donné chacun une couleur. Et au fond, c'est très cosmopolite, ces raies Perpignan. Donc ce paysage, il est sociologique en même temps. Mais vous voyez, l'esthétique, je ne suis pas contre. Mais quelquefois, elle est plus austère. Quelle humanité! Voilà, pourquoi quelle humanité? On a tous un code barre. Et puis, du point de vue de ceux qui gèrent les codes barres ou la société, voilà à quoi on ressemble. Et j'ai continué avec les graphismes. Ça, c'est une image, une grande peinture, mais très philosophique. Aujourd'hui, en jaune, on est aujourd'hui, à gauche, on est au néolithique, il y a 10 000 ans. Et puis, vous avez 3 lignes. Il y a 10 000 ans, la maturité de notre cerveau n'a pas beaucoup changé jusqu'à aujourd'hui. Bon, voyez Trump, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc la ligne de l'évolution du cerveau est assez horizontale, même il y a eu des regrets, tendant ça a plongé avec le nazisme et d'autres événements. Bon. La ligne au-dessus, c'est le développement démographique. Vous voyez bien qu'on arrive près de la ligne jaune, au début du XXe siècle, à une montée démographique extraordinaire. On était à 2 milliards et on a monté jusqu'à 6-7 milliards, on va peut-être monter jusqu'à 8, 9, 10 disent certains, mais après, avec l'éducation, le planning familial, les démographes, moi j'oserais pas dire, disent que la courbe va un peu se réduire et ça va se tasser. Mais la ligne rouge, c'est le pouvoir que nous avons instrumental dans nos mains. Alors le néolithique, c'était encore le silex, c'était ensuite le feu, etc. Et maintenant, la courbe a monté aussi au début du XXe siècle extraordinairement avec la vapeur, l'électricité, toute la machinerie, et maintenant le nucléaire. Puis maintenant, la ligne de développement de ce pouvoir technologique que nous tenons dans nos mains sort du cadre. Alors le problème qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer entre la ligne de notre pouvoir instrumental qui sort du cadre, puis la ligne de notre cerveau qui est en bas, le gap qui est entre les deux, voilà, je pose la question. Est-ce que le cerveau va se transformer, monter pour encadrer, réglementer, réguler le pouvoir technologique, ou est-ce qu'on s'en va dans le mur? Je pose la question. Là, c'est un tableau romantique, toujours avec les lignes, les diagrammes économiques. C'est le ciel. C'est la variation des actions de Boeing et d'Airbus pendant 10 ans, parce que le ciel n'est plus très romantique, il est devenu commercial, spéculatif. Alors, vous voyez, c'est le genre de questionnement que j'essaye, avec l'image, d'exprimer. Et là, c'est « Oh mon Dieu !» parce que ceux qui spéculent surveillent la bourse, qui est leur croyance. Alors, si la bourse descend, c'est une icône religieuse. Hein. Si la bourse descend, c'est « Oh là là, mon Dieu !» Si la bourse remonte, c'est « Merci, mon Dieu !» C'est vraiment le sacré, le temple du sacré d'aujourd'hui. Puis là, je me suis amusé aussi, vous voyez bien, c'est avec la variation du Nasdaq qui n'a pas beaucoup changé entre quelques années. Ça, c'est l'ouvrier qui travaille dans l'usine. Et puis, il y a le patron qui rêve que son usine va gagner beaucoup d'argent et que la fumée qui sort des usines, ça va être une croissance monétaire considérable. C'est une petite icône qui dit bien ce qu'elle dit. Voilà, là, après le 11 septembre, ça a été l'effondrement de la bourse, et donc la chute de toutes les variations boursières, et comme vous le savez, le surlendemain, elle était remontée. Voilà des paysages numériques, le monde comme il va. Alors c'est des variations que je prends dans le World Trade réel, et puis je fais des paysages parce que maintenant la nature est devenue financière. Et puis là, je peux m'amuser beaucoup, c'est les variations de la valeur de l'eau, c'est le Planeta Dondeva, où s'en va la planète avec toute cette fabulation numérique, économique, financière. Voilà la météo à Wall Street. Ce sont des variations boursières d'entreprises que j'ai mises chacune dans un petit nuage, comme quand vous regardez le journal, vous avez le bulletin météo de la journée.
Ça, cette œuvre-là, je l'aime beaucoup. C'est un code barre qui se scanne très bien, où j'ai introduit la lettre H de l'homme. Parce que si nous ne croyons pas en l'homme, il n'y a pas de solution. Ça, c'est un de mes slogans. C'est une œuvre pour moi fondamentale. Si nous ne croyons pas en l'homme, il n'y a pas de solution. Et donc, pensez-y, parce que vous croyez de moins en moins en l'homme. Et donc il y a de moins en moins d'espoir dans une solution à notre époque. Et il faut vraiment arriver à croire en l'homme malgré tout, l'homme au masculin ou au féminin, surtout au féminin. Et il faut y croire pour qu'on puisse espérer surmonter la crise. Voilà un autre code barre. Là maintenant on est dans les QR. Voulez-vous vraiment une société numérique? Vous êtes-vous demandé ce que ça serait? Parce qu'on nous dit que dans le métavers, on va être dans un monde numérique, on y boira une tasse de café, on y jouera à la pétanque, on y rencontrera l'amour, etc., etc. Alors, y croyez-vous vraiment, Monsieur Zuckerberg? Et puis je me suis amusé avec les codes barres plus serrés, comme sur mon billet d'avion pour venir ici, ma carte d'embarquement. Puis j'arrive à l'art éconumérique. La colonne totale d'ozone, j'ai pris ça naturellement dans les images scientifiques. C'est très important de considérer que la nature actuellement, on la numérise. C'est grâce à la numérisation qu'on l'ausculte. C'est sur le tableau de bord de la numérisation qu'on voit comment ça va. C'est de pire en pire, où il y a des petits espoirs. Et pour moi, c'est le paysage actuel. J'ai déjà fait le paysage du ciel numérique, mais voilà un autre paysage écologique. Voilà encore d'autres. C'est la zone d'ozone au pôle, selon les variations au fur et à mesure qu'on la surveille, d'octobre 80 à octobre 91. Voilà la lumière fossile Kobe du Big Bang. C'est toute la planète. Ça m'intéresse beaucoup ces paysages, parce que la nature maintenant, c'est plus votre petit coin de jardin avec votre pot de géranium, c'est vraiment la planète. On a une conscience planétaire. Voilà encore la planète. Ça, c'est les taux de réchauffement, de refroidissement qui varient sur la planète. Ça, c'est les éléments des paysages mondiaux, planétaires actuels, sur lesquels on rêve et ils sont en fausse couleur. Mais c'est ça qu'on lit, c'est très important, c'est notre conscience de la planète d'aujourd'hui. À un moment, j'ai voulu travailler sur les mythes, alors ça c'est dans l'exposition au Centre Pompidou, un certain nombre de stades, il faut que j'accélère, bon, depuis l'âge fœtal à gauche jusqu'à l'âge du papillon, en passant par l'âge du homard, la puberté, la révolte, où on sort les pinces et on veut changer le monde. Le stade de la tortue sur le dos, qui dure 1 an, c'est le stade où on dépend des parents, on ne peut pas faire grand-chose, mais on se rattrapera avec les pinces du homard ensuite. Alors c'est toute ma théorie de la méta-analyse qui est biologique, et tous ces stades sont marqués dans nos réseaux neuronaux, dans nos synapses, de sorte que ça laisse des traces profondes que réactivent les événements de notre vie adulte, qui fait qu'on agit diversement dans la vie adulte en fonction de la biographie qu'on a eue. Alors ce sera pour une autre conférence. À un moment, je me suis intéressé à la conscience planétaire. Il me semble que maintenant, nous avons une conscience planétaire, et j'ai fait 31 tableaux pendant 31 jours de suite, avec tous mes états d'âme par rapport à la conscience planétaire, en voulant vraiment attirer l'attention. Alors, c'est 31 petits tableaux comme ça que j'ai réunis pour faire une diapo. Après, je suis passé aux autoportraits. Alors, c'est autoportrait au feu, c'est ce que dit le scan. Et puis, c'est vrai que j'étais devant ma cheminée, et c'est vrai que je me posais bien des questions. Et là, c'est un autre portrait de moi. Voilà un autre portrait où je me pose les questions quand je pense, quand je peins, l'émotion, la raison. Alors, si vous scannez toujours il se scanne très bien, et ça vous dit les états d'âme de l'artiste qui travaille. Voilà un autre, il faudrait que vous scanniez, bien sûr. Alors je vous les montre rapidement. Ici, c'est la valise que je transporte, c'est le chaos de l'Anthropocène, si vous scannez le chaos de l'Anthropocène. Là, c'est l'autoportrait au miroir.
je suis en face de moi dans le truc. Voilà comment va la vie. Alors à gauche, la vie comme elle est, quelque chose comme ça. Et puis à droite, il faut tourner la page. Donc ça raconte ma vie avec mes états d'âme, c'est beaucoup plus autobiographique, je me suis permis 41 tableaux comme ça. Ça c'est aussi deux personnages que j'essaye d'être, mais ma boîte à outils. Et là c'est un rappel de bureau d'identité imaginaire dont je ne vous ai pas parlé. J'ai fait très souvent cette performance, celle-ci c'était au Centre Pompidou. Je suis avec ma blouse d'employé de la municipalité, blouse grise là, que j'ai peint en noir, et puis table, chaise, les gens viennent à moi, j'ai des cartes d'identité imaginaire, je leur demande, comme j'ai fait à Montréal, qui pensez-vous être, à qui voudriez-vous être? Alors je remplis la carte d'identité à la fin de l'entretien qui dure 10-15 minutes, exactement comme la pharmacie. Et puis j'ai gardé des bons souvenirs de cette performance et je me suis mis avec un peu de couleur. Ah oui, pour que les gens osent davantage penser, je m'étais mis un petit chapeau bleu ou rouge, malgré ma blouse grise, pour un peu déclencher l'imaginaire. Et là, c'est le pharmacien Fischer. Là, c'est pour en cas d'urgence, quand ça va très mal. Et puis là, c'est le métavers. Vous voyez, je tiens le métavers. Naturellement, il est vert, puisque c'est ce que veut certainement le président de Meta. Et puis, je me suis mis un ongle jaune pour faire un perroquet avec un peu de pastis. Et puis, je me moque un petit peu, évidemment. Bon. Et oui, je peux déformer énormément les codes barres. Alors, je suis allé jusqu'au bout, je peux les déformer. Puis là, quand je suis trop loin, je recule. Ensuite, je suis passé à travailler sur l'énergie. Comme j'ai attrapé un maudit cancer, j'avais absolument besoin pour lutter d'aller chercher toute mon énergie, de puiser en moi mon énergie et peindre des tableaux sur l'énergie, ça a été vital pour moi. Et j'en ai peint énormément, puis ça m'a tenu à tenir, oui, je vais bien. Bon. Alors, en voilà quelques-uns. L'énergie manufacturière, l'énergie de la vie, l'énergie de l'art, l'énergie de la souffrance, l'énergie de la démocratie, l'énergie du cosmos, l'énergie de l'irrationnel, de la nature, de l'anthropocène, du numérique, du progrès, de la liberté. Je vous en montre deux en particulier. Ça, c'est l'énergie du postmoderne. Ça un peu. Et puis l'énergie de la démocratie, bigarrée. Puis l'énergie de la mort, qui m'a pas mal turlupiné récemment. Et alors là, j'ai pris des toiles chez le marchand de toiles qui avaient des défauts, qui m'a donné gratuitement. Et m'imaginant que j'étais comme au fond de la grotte, je peignais comme un homme préhistorique, j'ai exploité les défauts, les plissures, etc. de la toile. Et vous voyez, en bas du linceul, vous voyez bien que ça va pas bien. Et après, je suis revenu sur les codes barres qui sont dans l'exposition que Yann Thomas a organisée avec Marie-Laure. Alors, le code barre est très déformé. Ça dit que si vous scannez, les arts sont toujours premiers, même d'avant-garde. J'ai pensé à l'impressionnisme et j'ai pensé à Monet en particulier, avec au bord du bassin, la terre en bas, le ciel en haut. Ensuite, j'ai dit les arts sont toujours premiers, même futuristes. Alors j'ai repris deux tableaux du futurisme, la lampe à gaz et la révolution, pour faire référence à ces... Alors ça se lit pareil toujours, hein, comme je vous ai dit. Celui-ci, les arts sont toujours premiers, même numériques. Pour moi, la contre-empreinte de main ou le monde numérique actuel, il n'y a pas de progrès. Je vous dirai davantage pourquoi. Les arts sont toujours premiers, même iconiques. Alors là, j'ai soigné avec le fond argenté. Les arts sont toujours premiers, même constructivistes. Alors, dans la tintamarre de l'usine, c'est très strident. Il y a un ouvrier stakhanoviste qui essaye de travailler, malgré le bruit infernal des machines. Les arts sont toujours premiers, même conceptuels. Alors là, je me suis fait un QR, un beau tapis. Et puis j'ai mis les trois chaises de nos trois artistes conceptuels pour en discuter. Même mythe analytique. Oui, j'essaye de faire un art mythe analytique maintenant, pas seulement sociologique, mais sur la sociologie des imaginaires sociaux. Alors voilà, on choisit ces mythes. Et le petit code barre bleu, ça vous parle de l'éthique planétaire. Parce que même si on est dans un monde numérique,
il faut un gouvernail. Le monde numérique, même si on a un monde mythe-analytique, relativiste, de fabulation, il faut un gouvernail. Et pour moi, c'était d'autant plus fondamental aujourd'hui d'avoir un gouvernail éthique. C'est un propos de mon utopie fondamentale que je défends comme artiste. Les arts, même sociologiques, sont numériques. Ça, fallait mettre une pierre dans mon jardin. Alors donc, pour retrouver le panneau avez-vous quelque chose à déclarer, vous trouvez une peinture d'athlète préhistorique à gauche, et puis des codes-barres ratés à droite, qui font le paysage. Puis ça ondule un peu, je termine. Il n'y a pas de progrès en art, si vous scannez, mais l'art change le monde. Alors ça, c'est fondamental. Ce sont deux postulats que je défends, que je mets en question avec vous, dont on a discuté toute la journée de lundi dernier, avec une quinzaine de grands esprits. Et pour moi, fondamentalement, il n'y a pas de progrès en art, mais l'art change le monde. Alors, un exemple, l'art catholique, toutes les commandes de l'Église avec la chrétienté, vous voyez bien à quel point ça a orienté l'Occident. Je pourrais prendre plein d'autres exemples. Et puis aussi deux codes-barres qui ne sont pas exposés ici, qui nous parlent des Palestiniens de Gaza, vous reconnaissez le drapeau palestinien, qui sont écrasés par les bombes. Ils sont tout en bas, écrasés par les bombes, ils essayent de résister. Je ne sais plus quelle est la formule, il faut scanner pour vous le dire. Et puis la même chose pour l'Ukraine. Puis j'arrive ensuite, 83 ans. J'ai un jour 83 ans. Et là, j'ai décidé de changer. Je veux me libérer de tout ce que j'ai fait avant, sortir de mon confort d'artiste, mettre ma tête sur le bio et voir qu'est-ce que je peux faire d'autre qui est fondamental pour moi et avec quelle esthétique. Pour moi, c'était une grande décision. Hein. Plus de code barre, sauf ceux que vous avez vus. Et puis, restructurer l'espace pictural, reposer des questions, essayer vraiment de me réinventer. C'est pas évident, c'est pas facile, y a pas. Bon, j'étais très hésitant. Et là, j'ai continué comme ça. Alors là, c'était un jour où j'attendais le résultat des oncologues. Alors, c'était le 28 septembre 24. À gauche, j'étais plein d'espoir. Quand j'ai vu l'oncologue, les résultats n'étaient pas bons. À droite, mes espoirs se sont effondrés, sont retombés. C'est une peinture beaucoup plus autobiographique. Et vous voyez, je me libère de ce que j'essayais de faire avant. Là, c'est bien sûr, vous voyez que malgré toutes les cellules cancéreuses, j'essaye de trouver mon chemin pour survivre et même vers la lumière. J'y crois. Là, c'est les rêves. C'est très important aussi, les rêves. C'est vraiment, ce sont des moments où j'essaye d'échapper à la réalité. Et puis maintenant, je vais encore plus loin. C'est mes deux derniers tableaux. Les îles, c'est deux tableaux sur les îles. Alors le premier, c'est les îles logiques. Vous voyez, elles sont très logiques, ces îles. Alors j'ai appelé ce tableau les îles logiques. Et puis le suivant, c'est les îles lettrées. Alors là, j'essaye de prendre toute ma liberté intellectuelle, conceptuelle et picturale pour aller explorer ce que je pourrais faire autrement, plus loin. Et c'est pas évident, je vous le cache pas, j'ai beaucoup de doutes quand je fais ces tableaux. Je vous les montre parce qu'il faut que j'assume. Mais je suis pas sûr qu'ils soient très bons, ces derniers-là. Mais c'est vraiment fondamental que je les soumette au jugement, et même pour moi. Bon, là, j'ose vous les montrer, les deux derniers, ce soir. Bon, vous en pensez ce que vous en penserez. Aussi, je prends plus de liberté. Maintenant, je lèche moins la peinture. J'ai le geste moins sûr. J'aime la vie des couleurs. J'ai beaucoup travaillé sur les couleurs. Bon, alors voilà, j'en suis là aujourd'hui. Le monde actuel me désole, me désespère. Bon. Moi, j'ai essayé de me constituer une utopie qui est l'éthique planétaire à laquelle j'ai fait allusion. L'éthique planétaire, j'y crois à terme, malgré tout ce qui se passe,
parce que aujourd'hui nous sommes informés en temps réel de toutes les horreurs qui se passent sur la planète, et puis ça crée évidemment une conscience planétaire, ça crée une indignation, ça crée une révolte contre les méchants, et on est solidaire, et ça permet de développer cette conscience éthique. On se rend bien compte que, pour moi, l'éthique planétaire, je n'ai pas réinventé la Lune, c'est le respect universel des droits de l'homme. C'est aussi simple que ça, mais ça n'est pas respecté d'une façon évidente. Mais de plus en plus, on voit que les gens sont indignés par ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe dans tellement d'endroits sur la planète. Et donc, nous développons une solidarité planétaire, parce que nous développons une éthique planétaire, de facto. On n'est pas obligé d'être chrétien, musulman et autres, mais les droits de l'homme, c'est la seule chose qui est universelle et qui va au-delà malgré le respect des diversités, de la diversité qu'on doit avoir, ça va au-delà des diversités religieuses et culturelles. On peut être musulman, il faut respecter les droits de l'homme. On peut être animiste, il faut respecter. C'est plus important le respect des droits de l'homme que la croyance animiste ou catholique ou islamique ou hindouiste. Alors, j'ai appelé ça, je crois à ça parce que, au fond, c'est par les médias numériques que nous sommes informés de tout ce qui se passe et que nous réagissons, que nous prenons une conscience de l'importance de l'éthique planétaire. Et c'est grâce donc au numérique que nous développons cette conscience éthique. C'est assez étonnant que les technologies numériques, qui n'ont aucune spiritualité, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est des codes barres, mais elles agissent sur notre conscience et elles nous permettent de développer cette conscience planétaire. C'est curieux, c'est important, c'est la valeur ajoutée du numérique. Je pense que le numérique crée de la conscience. Le numérique crée de la conscience. Ça, c'est ce que je dis, et je crois que c'est vrai. Et de plus en plus, ça va être vrai. Alors, ça, c'est fondamental par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Ensuite de ça, je parle du coup de l'hyperhumanisme, parce que je hais le concept de post-humanisme, de transhumanisme, qui sont des utopies toxiques. Moi, je distingue des utopies toxiques et des utopies bénéfiques. Parce qu'il faut, comme je dis, le monde est fabulatoire, tout ce qui est réel est fabulatoire, tout ce qui est fabulatoire est réel. J'ai parodié Hegel avec un point de vue différent, mais je dis, mais il faut savoir choisir ces mythes et éviter les hallucinations. Les hallucinations, c'est trans ou post-humanisme. Ce à quoi je crois, c'est à l'hyperhumanisme, c'est-à-dire un humanisme développé à l'échelle planétaire, plus grand que l'humanisme bourgeois qu'on a vu s'effondrer au XXe siècle, grâce aux liens, les liens numériques, hyper. Donc c'est vraiment mon utopie. Alors je suis effondré par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est clair que je verrai pas ça de mon vivant, mais je crois toujours que c'est à ça qu'il faut croire, c'est à long terme ce qui arrivera, sinon on va dans le mur, sinon bon. Et ça, il y a une utopie qui supporte mon travail, dont je suis absolument convaincu. Et je ne suis pas marxiste, c'était une autre utopie, qui était une fabulation intéressante, mais finalement qui est devenue toxique. Et je crois que si on croit à l'éthique planétaire, si on croit à l'hyperhumanisme, ça ne peut pas être toxique. Alors ça rejoint ce que disait Confucius, il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse, ce que disait Kant, la même chose, ce que disait Jésus-Christ, la même chose. Ça rejoint ça, bien sûr, j'ai rien inventé, c'est pas moi qui ai inventé les droits de l'homme, mais il faut s'accrocher à ça. Et curieusement, les droits de l'homme, c'est une utopie. Elle est instituée, mais il faut y travailler. J'attire l'attention sur l'importance de l'ADN et sur le fait qu'on va pouvoir aussi manipuler les ADN. Et moi, comme artiste, je ne me gêne pas pour en inventer des belles, ou bien des moins belles. Et puis quelquefois, je mets un cinquième acide ou un sixième. C'est un grand plaisir de créateur. Hein. Et puis je cherche naturellement une esthétique, une relation de plaisir esthétique dans cette traduction de l'ADN,
pour moi, je crache pas sur l'esthétique. Je ne sais pas si ça se voit, mais même dans mes peintures qui sont austères par rapport aux dernières, c'est fondamental pour moi que j'ai une expression efficace au point de vue esthétique. Ou bien je fais exprès d'être gris pour dénoncer, ou bien on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, je veux que ça communique, que ça fonctionne. Et ça, c'est le piège, parce qu'il y a une méchante question éventuellement derrière les belles couleurs. Mais je ne suis pas méchant, hein. J'essaye de développer une pratique sociologique dans la peinture. C'est pas évident, mais bon, je vous ai montré ce que j'ai essayé de faire. La notion d'hygiène de l'art, c'est quelque chose qui pour moi a été fondamental. J'avais fait des études normales dans un lycée, puis j'avais eu des cours de dessin le jeudi matin quand j'étais petit, que j'aimais pas beaucoup. Un jour, quand le professeur était sorti, j'avais changé l'aiguille du réveil pour sortir 1 heure plus tôt. Vous voyez, j'étais pas vraiment fanatique des cours de dessin quand j'avais 12 ans. J'ai bien vu que la peinture, parce que je ne savais pas si j'essaierais d'être philosophe ou si j'essaierais d'être artiste. Je n'étais pas capable de décider. Mais donc, l'art m'intéressait énormément, donc j'avais fait beaucoup de peinture et de dessin quand j'étais adolescent. Et puis à un moment, bon, je me suis rendu compte que ça valait rien. J'allais de plus en plus dans les musées, je me suis dit, mon petit Hervé, là, tu ne peux pas être fier de ce que tu as fait. Donc, j'ai détruit tout ça, pour pas avoir honte et puis pour avoir l'esprit libre. Et puis à partir de là, je me les suis mis dans des petits sachets pour comme ça garder quelques souvenirs qui marquent, que je ne retourne pas en arrière. Puis je me suis dit au fond, tous ces artistes que je rencontre, j'étais beaucoup allé dans les vernissages, dans les expositions d'art contemporain pour voir qu'est-ce qu'on faisait. Je m'étais éduqué, j'habitais à Bourg-la-Reine en banlieue, je m'étais éduqué en allant à Paris, dans les galeries, dans les ateliers d'artistes, puis j'y emmenais mes étudiants de l'école des Arts Déco et de la Sorbonne pour discuter avec eux les artistes qu'on rencontrait. Donc là, je me suis rendu compte qu'ils étaient bien meilleurs que moi, qu'ils innovaient, ils créaient vraiment, et puis je trouvais que c'était très intéressant ce qu'ils faisaient, mais je n'avais pas envie de copier l'un ou l'autre. Je sentais qu'il n'y avait aucun qui m'inspirait pour un travail personnel. Je savais bien qu'il fallait que mon travail soit quelque chose que je ne peux pas contourner, quelque chose auquel je ne peux pas échapper. Ça, j'avais bien compris ça dans ce que j'avais lu, les vies des artistes, etc. Alors, donc, en faisant ces expositions hygiéniques, je me suis enfoncé le clou dans le crâne, et puis j'étais étonné que les artistes jouent le jeu. J'étais étonné de voir Bettencourt m'envoyer des morceaux de mosaïque sur lesquels il avait beaucoup travaillé, qu'il avait cassés au marteau, puis m'en envoyé un sac. J'ai dû encore les casser pour faire le petit sachet. C'était un gars que j'admirais beaucoup, qui valait très cher sur le marché. Et comment il acceptait qu'un artiste pas connu comme moi lui demande de lui envoyer, de détruire une œuvre, de l'envoyer, ou bien Fromanger, tant d'autres que je pourrais citer, et Ray Johnson, pour citer des artistes, Raoul Haussmann. Bon. Comment ils acceptaient de faire ça? Pour moi, ça m'a beaucoup questionné, qu'une réponse si abondante, et ensuite j'ai fait ce que j'avais annoncé. J'ai fait l'exposition dans 5-6 galeries d'art, au Canada, en Italie, en Hollande, à Paris, bien entendu. Et ça marchait, c'est-à-dire que les gens venaient et s'étonnaient aussi. Et ça m'a vraiment libéré l'esprit. Après, je me suis dit, bon, ben, voilà, tu as l'esprit libre, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est là que je me suis dit, j'enseigne la sociologie de genre, à toi, mon ami, de trouver ce que pourrait être un art sociologique. Si tu trouves, ça va être amusant. Voilà, c'est ce que je peux vous répondre. Et puis les gens aimaient ça. Les gens aimaient ça. J'ai une collectionneuse qui voulait absolument les acheter, mais je ne voulais pas. Mais quand j'ai émigré au Québec, je ne pouvais pas emporter ça avec moi, je ne savais pas où mettre ça. Donc j'ai un ami au Centre Pompidou qui était à ses débuts, qui est venu avec une Renault 4, qui a emporté ça au Centre Pompidou, où c'est resté 15 ans sans que personne s'en occupe, dans une valise. Puis un beau jour, ils sont tombés là-dessus. Puis vous voyez, maintenant, ils l'exposaient en 2017. C'est une belle aventure. La sociologie de l'art
étudie la fonction de l'art dans la société, qui a varié dans les sociétés animistes ou les sociétés capitalistes d'aujourd'hui. C'est pas tout à fait la même fonction, mais quand on est sociologue, on se dit c'est quoi la fonction? Comment elle a évolué? Il faut la spécifier. Donc je me rends compte bien que dans l'art préhistorique, la fonction de l'art avec la main, c'est de communiquer avec l'invisible, la nature. On peut dire probablement, comme on impose la main, pour aller demander à la nature la fécondité pour l'espèce humaine, pour les mammouths et les chevaux, etc., qu'on va manger. On imagine quelque chose comme ça. Imposer la main, c'est un geste magique, hein, c'est très important. Quand c'est le roi Lucas, quand c'est l'Église qui fait la commande, évidemment, c'est pour illustrer la beauté de Dieu, des saints, de la Vierge, c'est pour les célébrer. C'est une fonction de célébration et en même temps alphabétique ou pédagogique. Les gens ne savaient pas encore nécessairement lire, on leur expliquait le catéchisme avec les vitraux, les peintures. Mais c'est toujours aussi pour dialoguer avec l'invisible, célébrer l'invisible, lui rendre hommage. Bon. Quand c'est Louis XIV, on voit bien que s'il n'est pas invisible, mais on veut lui rendre hommage parce que c'est lui qui a l'argent, qui a le pouvoir. Et si on a une commande de l'Église ou d'un prince ou d'un roi, ça fait vivre, parce qu'à l'époque c'était des commandes. Il n'y avait pas encore de marché de l'art. Quand on arrive au capitalisme actuellement, c'est évident que l'art est devenu une valeur spéculative, que les riches capitalistes, comme on voit à la Bourse de l'Art et autres, ou chez Vuitton, sont des gens qui ont fait des grandes collections, qui leur rapportent beaucoup d'argent parce qu'ils spéculent, ils achètent, ils revendent, mais aussi qu'il est légitime. Légitimer, c'est très important. Légitimer le capitalisme. C'est pas seulement des riches qui se payent des beaux tableaux, c'est des gens qui ont une âme, qui savent apprécier la spiritualité d'une œuvre, même pas très saisissable, mais bon, c'est ceux qui ont succédé d'une autre manière aux princes de l'aristocratie. En 71, les années 70, j'ai choisi les couleurs de la République. J'étais 68 art, j'étais pas passionné par la République officielle, mais il me semblait que si on a une idéologie dominante dans une société, il faut prendre la couleur du drapeau, parce que c'est celle qui disent l'autorité, le pouvoir. Bon, alors j'ai choisi comme ça. Ensuite, je me suis dit aussi, parce que je me suis dit, je ne vais pas peindre des contre-empreintes de main avec un jus d'argile plus ou moins foncé. Ça n'aurait pas de sens parce qu'on n'est plus dans une société préhistorique. Alors je me suis situé dans cette société républicaine dans laquelle je suis né. Ensuite, effectivement, je viens de faire l'exercice pour un texte qu'on m'a demandé. Est-ce que j'ai respecté cette exigence du choix des couleurs dans tout le travail que j'ai fait, que je vous ai montré, ou est-ce que je me suis permis une liberté des couleurs joyeuse, euphorique, agréable, décorative? Non, je me suis bien aperçu que j'ai respecté. Mais j'ai respecté quoi? J'ai essayé de me faire... Il n'y a plus de code des couleurs parce qu'il y a eu les fauvistes. Les couleurs, c'est devenu un langage subjectif qui correspond de plus en plus à une société individualiste. C'est une exception dans l'histoire de l'espèce humaine, mais depuis le début du XIXe siècle, jusqu'à maintenant et ensuite à venir de moins en moins, on a pris une liberté subjective par rapport aux couleurs. On choisit une couleur pour affirmer son individualité, etc., etc. Donc les codes des couleurs qui ont toujours été dominateurs, actuellement sont loose, sont laxistes. Alors j'ai essayé de voir quelles étaient les couleurs des vieilles symboliques qui sont encore là mais qui sont confuses et contradictoires. Alors par exemple, je prends le feu rouge tricolore. Bon, on a le vert, l'orange et le rouge. Bon, on sait tous très bien que le rouge c'est pour s'arrêter. C'est une couleur qui vous dit l'interdit. Et le vert c'est une couleur vous pouvez y aller. L'orange c'est attention, alerte, il va falloir décider. Bon. Ces couleurs-là qui sont codées par le code de la route, qui sont devenues planétaires,
c'est pas, quand vous allez en Patagonie, c'est les mêmes feux bleu, blanc, rouge, hein, ou en Inde. Bon. Ils sont bizarres parce que si je fais dans la psychologie de la couleur, le rouge c'est une couleur dont on dit qu'elle accélère le rythme cardiaque. Elle excite les chevaux, le taureau. Bon. Et on dit que le vert c'est la couleur qui calme la nature, la verdure. Alors c'est le contraire dans le feu rouge. Quand c'est vert, il faut accélérer, quand c'est rouge, il faut s'arrêter, il faut se calmer. Alors vous voyez, il y a des conventions. Alors c'est très difficile parce que ces conventions sont contradictoires. Je le disais l'autre jour, le noir c'est la couleur du deuil en France, mais en Chine c'est le blanc qui est la couleur du deuil. Alors au point de vue psychologie de la couleur, effet physiologique, bon, le noir fait pleurer en France, c'est le blanc qui fait pleurer en Chine. Vous voyez que la psychologie de la couleur, ça va pas très loin. Alors, on est donc dans des conventions toujours. Alors j'ai essayé de me faire une librairie de conventions en choisissant le vert avec le basique, c'est-à-dire l'espérance. Oui, l'espérance. J'ai choisi le bleu, par exemple, le code chromatique pour l'écologie. On dit toujours les verts. Mais pourquoi est-ce qu'on a choisi le vert de la nature? On aurait aussi bien pu choisir le bleu du ciel ou le brun de la terre. Bon, c'est vrai que les chemises brunes, c'est une mauvaise mémoire, mais on a choisi, on a fait un code. Alors, donc, il y a une sorte de code basique assez bien partagé, en tout cas dans certaines cultures, et j'ai essayé de m'en tenir à ça. Et naturellement, quand je vais dans les îles lettrées, là, je me fais plaisir, je décode tant que je veux. Mais les autres, avant, mais j'ai pas le temps là de repasser en arrière pour vous donner un exemple, je pourrais justifier mes choix de couleurs pour chaque peinture. Parfois, c'est un petit peu borderline, c'est un petit peu subjectif, mais j'ai essayé quand même de le faire, m'en suis fait une obligation et une discipline pour que ma méta-analyse de la couleur soit crédible, que j'aille pas à l'encontre de ma théorie dans ma peinture. Ça aurait été se tirer dans le pied. Puis c'était un exercice pour moi de recherche et de réflexion. Toujours quand je peins, je réfléchis aux idées théoriques et réciproquement, comme l'a dit Yann tout à l'heure. L'intelligence artificielle vous fait des très belles peintures. Bon. Mais l'intelligence artificielle, quand elle vous fait avec Dali ou d'autres logiciels des très belles peintures, vous remarquerez que ces peintures sont un peu vieillottes, un peu passé date, comme on dit en québécois. Parce qu'au fond, la librairie dans laquelle puise l'intelligence, c'est des œuvres qui ont déjà été faites, qui sont en abondance dans le corpus que balaye l'intelligence artificielle. Donc c'est difficile à penser que l'intelligence artificielle fasse une œuvre qu'on va appeler innovante, parce que toutes ces librairies sont déjà là et c'est là-dedans qu'elle prend. Alors, je ne vois pas très bien comment l'intelligence artificielle, pour Picasso, pour le cubisme, aurait pu inventer le cubisme. Elle aurait inventé l'art post-classique, peut-être un petit peu de fauvisme, mais elle n'aurait pas pu inventer le cubisme, et ni le fauvisme évidemment. Alors je pourrais dire la même chose aujourd'hui, elle peut pas inventer, mais elle est stimulante. On peut s'en servir quand l'artiste inventeur est là. Il peut utiliser des résultats du data que fournit l'intelligence artificielle pour créer une œuvre. À mon avis, c'est un outil d'accompagnement, comme l'ordinateur a été un outil d'accompagnement pour l'architecte, pour le designer, etc. Mais l'intelligence artificielle ne peut pas être artiste. Elle peut être artistique, ça c'est sûr. C'est un très bon outil. Par ailleurs, quand on va dans le numérique pour créer, les machineries actuelles sont tellement lourdes, tellement aliénantes, tellement coûteuses, que moi je me sentirais aliéné si je travaillais sur des gros ordinateurs. Il me faudrait une équipe d'informaticiens à côté de moi pour exécuter ce que je voudrais faire. C'est moi qui reste
le demandeur, celui qui veut aller quelque part. Il y a des artistes qui vont trouver une manière d'utiliser le numérique pour questionner le numérique. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est le bon mot de conclusion. À moins que ce soit toi qui le fasses. Hervé Fischer, merci infiniment. Merci.